Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Jacques Attali dans La Série. Merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir dans votre bureau à Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. Merci d'être venu, je suis ravi de vous voir. Nous sommes en fait en plein air sur une terrasse. Absolument. Et je suis ravi de vous y voir. Jacques Attali, qui êtes-vous vraiment ? Je suis 1000 personnes à la fois, je suis un écrivain, je suis un chef d'orchestre, je suis un professeur, je suis un père de famille, je suis un amoureux, je suis un conseiller, conférencier, et tout ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. Face au miroir que je vous montre, que voyez-vous dans ce miroir, Jacques Attali ? D'abord, j'essaye d'avoir une allure présentable pour le public, ce qui exige quelques soins de santé. Mais sinon, je suis pas du genre narcisse à me regarder, à me poser en permanence la question « Qui suis-je ? Où vais-je ?» J'avance, je fais. J'essaye d'être en accord avec ma conscience. C'est le plus important. J'ai 2 compagnons. J'ai l'enfant que j'ai été et l'enfant qui sera là vers l'an 2100 pour qui je travaille. Parlons déjà de l'enfant que vous avez été, justement. Que dirait Jacques Attali à l'enfant que vous étiez ? J'espère être digne de ce qu'il attendait de moi. J'espère que je ne l'ai pas trop déçu. Mais j'ai le sentiment d'avoir fait le mieux possible pour être utile. Je suis triste de ne pas avoir mieux réussi à convaincre plus largement autour de moi des catastrophes qui nous menacent et des enjeux qui restent. Mais je ne suis pas trop inquiet du regard de l'enfant que j'ai été. Je suis plus inquiet de la colère de l'enfant qui viendra en 2100. Parlez-nous de cet enfant qui viendra en 2100. C'est un enfant qui, s'il a 10 ans en 2100, sera dans une ambiance qui risque d'être tragique en termes de climat, en termes d'alimentation, en termes de guerre, en termes de domination des technologies, en termes de dictature. Les risques sont énormes. Et je ne voudrais pas qu'il me maudisse de ne pas avoir fait assez bien. Souvent, on me dit d'ailleurs que je suis responsable de la situation actuelle, en oubliant que je ne suis que conseiller et que 99,99% de mes conseils n'ont pas été écoutés. Et que je n'ai vraiment conseillé de façon efficace qu'un seul homme politique, qui est François Mitterrand. Pour le reste, c'est ce que j'ai fait moi-même. Mais on me prête des pouvoirs imaginaires, tout simplement parce que je connais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui ont du pouvoir. Ce qui est des fantasmes. Et si nous restions quelque peu dans l'enfance, de quoi rêvait le jeune Jacques ? Il rêvait d'être un écrivain qui a de l'influence. Il rêvait d'être ce que je suis. Il rêvait de ça. Et je me suis mis en situation de pouvoir faire ce que cet enfant-là voulait que je fasse. Avez-vous subi, puisque c'est un sujet d'actualité, l'harcèlement scolaire, Jacques ? Non, pas du tout. Jamais ? Non. Ni l'harcèlement sexuel, ni l'harcèlement moral, ni l'humiliation d'une forme quelconque. J'ai une seule fois été agressé par un prof qui m'a humilié en classe devant mes camarades et je le remercierai toujours parce que cette humiliation m'a donné beaucoup d'énergie. Quelle était cette humiliation ? Il m'a traité d'idiot devant toute la classe, c'était un prof de physique. Mais c'était en seconde, vous voyez, j'étais pourtant un très bon élève. Mais ça a certainement été un des moteurs qui m'a poussé. Jacques, vous êtes l'homme qui murmurait à l'oreille des présidents. Non. Alors c'est ainsi qu'on vous présente bien souvent. Donc pourquoi non ? Non, parce que j'étais dans le bureau d'à côté de François Mitterrand pendant 10 ans, et enfin même avant, pendant l'opposition. Là, je peux sans aucun doute affirmer que je murmurais à son oreille et qu'on travaillait d'une façon intense quotidiennement. Après, il se trouve que le hasard de la vie a fait que un des présidents de la République a été mon assistant, François Hollande, qu'un autre était mon ami, même si je n'ai jamais voté pour lui, Nicolas Sarkozy, et qu'un troisième a été mon assistant, Emmanuel Macron, mais les 3 auraient été présidents de la République, même s'ils ne m'avaient jamais rencontré,
Et aucun des trois n'a vraiment écouté mes conseils. Jacques Attali, quelle est votre recette, la recette Attali pour être encore et toujours au cœur du pouvoir? Mais je m'en occupe pas. D'abord, je suis très peu en France. La politique française est de moins en moins importante au regard des enjeux de la planète. Si un jeune me demande mon avis sur ce qu'il doit faire, je lui dis surtout faites pas de politique, ça n'a aucun intérêt. Donc je suis pas au cœur du pouvoir. Le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré ou sont venus vers moi, comme continuent à venir vers moi, beaucoup de jeunes qui sont avides de conseils et je suis très heureux de leur donner des conseils. Mais encore une fois, je n'ai aucune influence. Un, je n'ai pas d'influence et deux, ils auraient fait la même carrière s'ils ne m'avaient pas rencontré. Et de François Mitterrand à Emmanuel Macron, pour vous, quel est celui qui marquera le plus l'histoire de la République? En tout cas, celui qui m'a marqué le plus, moi, c'est François Mitterrand. Et si on compare les réformes qui ont été faites, il n'y a pas photo. François Mitterrand a supprimé la peine de mort avec la majorité qu'il avait, a décentralisé, a réduit l'âge de la retraite, fait un certain nombre de lois sociales extraordinaires, a libéré les radios, les télévisions, a légalisé l'homosexualité, enfin a fait un nombre de mutations de la société française inimaginables aujourd'hui. Emmanuel Macron a fait beaucoup moins de réformes, mais sans doute les circonstances étaient différentes. Nous allons parler d'actualité avec cette question. Quelle est votre analyse sur les récentes émeutes urbaines? Il y a beaucoup de rage et de colère dans ce pays. Il y a une incapacité de l'État de se faire respecter. Mais il ne faut pas dramatiser. Il y a des voyous. Il suffit qu'il y ait 2000 voyous dans un pays pour que les médias en fassent... on donne l'image d'une révolution, mais c'est tout. C'est pas du tout le pays en entier qui est ainsi concerné. Jacques, vous parlez beaucoup de la jeunesse, ça tombe bien. Quel est le conseil pour l'avenir que Jacques Attali pourrait donner aux jeunes? L'agnac. Mais encore. Ayez l'agnac, trouvez ce pourquoi vous êtes fait. Ne lâchez jamais, soyez tenace, ne renoncez pas. Tout tient à l'agnac. L'agnac, c'est plus important que le QI ou que quoi que ce soit d'autre. C'est dans la volonté, la ténacité, l'exigence à l'égard de soi-même que se trouve la réponse. Jacques, pensez-vous que Marine Le Pen puisse être présidente de la République en 2027? Je pense qu'à l'heure où nous parlons, il y a très peu de chances qu'elle ne le soit pas. Mais encore. Heureusement, les choses ne se passent jamais comme on l'attend, mais si les élections avaient lieu aujourd'hui, elle serait élue. Encore une fois, c'est souvent ce qu'on croit qui n'arrive pas. Mais aujourd'hui... les Français ont tout essayé, vont vouloir essayer autre chose. La gauche est dans un état désastreux parce qu'elle est dirigée par quelqu'un qui a envie de manifester son ego, mais pas de se mettre en situation de gagner. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Et que la droite est très faible intellectuellement, politiquement. Elle laisse tout le terrain à quelqu'un qui incarne ce qu'on n'a pas encore essayé. Maintenant, je pense que les Français sont raisonnables et qu'au bout de la route, ils ne feront pas cette erreur, puisque Mme Le Pen conduira la France à la même catastrophe que M. Boris Johnson en Grande-Bretagne, ou que Mme Meloni en Italie, ou que le Premier ministre hongrois est en train de le faire pour son pays. Je pense que les Français l'éviteront à la fin. Jacques, selon vous, le judaïsme a encore sa place en France en 2023? Quelle question horrible. C'est comme si vous me demandiez si les Bordelais ont encore leur place en France, à votre avis. Ma réponse est oui, mais ce qui m'intéresse, c'est votre réponse, vu tous les événements, effectivement, il n'y a pas d'événements dramatiques ou autres, il y a des qu'on puisse subir nos compatriotes juifs. Il y a des antisémites en France, mais la France n'est pas antisémite. C'est comme si vous me demandiez si la Corse a sa place en France. Évidemment, c'est pas parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les Corses que la Corse n'a pas sa place en France. Évidemment que la Corse a sa place en France. De même pour les Juifs, il y a des antisémites, ça existe depuis 2000 ans ou 3000 ans même. C'est pas une raison pour penser que la France est antisémite et que les Juifs doivent en partir, non. Certainement pas. Jacques, je vais vous parler d'une enquête récente de l'IFOP, commandée par l'Union des étudiants juifs de France. 91% des étudiants juifs affirment avoir été victimes d'actes ou remarques antisémites à la fac. Donc déjà, j'aimerais un commentaire concernant ce sondage, que l'on pu lire dans le Parisien, entre autres. Ça m'étonne, parce que je pensais pas que c'était aussi énorme que ça, et c'est ennuyeux. Maintenant, il n'y a aucun parti qui se revendique comme antisémite. Il n'y a aucun mouvement antisémite explicite. L'antisémitisme est illégal. Et pour l'instant, moi qui suis certainement supposé être un veilleur, qui dit parmi d'autres ce qu'il faut penser,
je dirais que il faut combattre, il faut être soi-même, mais je ne sens pas monter un antisémitisme institutionnel qui serait une vraie menace. Jacques Attali, quelle est la question que l'on vous a jamais posée et à laquelle vous souhaitez répondre? Celle-là. Ça tombe bien puisque je n'ai pas la réponse. Moi non plus. Il n'y a pas une question en particulier qui vous tient à cœur, selon un thème, peut-être une envie, un désir de partager? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on me reproche souvent d'avoir un pouvoir que je n'ai pas, et on me reproche souvent d'être à droite en oubliant que je suis à gauche. On me reproche d'être le manipulateur derrière un pouvoir, ce qui est complètement absurde, ce qui ne correspond à aucune réalité. Beaucoup d'hommes politiques croient que j'ai une influence que je n'ai pas. Et beaucoup de gens me prêtent cette influence qui est ridicule. La seule influence que je revendique, c'est celle de mes livres et de mes écrits, qui sont à livre ouvert. Je ne chuchote pas à l'oreille des puissants, sinon ça serait un signe de faillite, puisque je suis très très mécontent de l'action qui est menée en ce moment. Et donc, je vois pas comment je pourrais me flatter d'une action que je conseillerais qui serait catastrophique. Jacques, en un mot, c'est quoi le bonheur? Ça m'intéresse pas. C'est quoi la vie? C'est demain. C'est quoi la mort? C'est rien. C'est quoi Dieu? C'est nous. Et parmi toutes ces questions, y a-t-il une question en particulier que vous souhaitez développer? Dieu, c'est nous, ça veut dire... Dieu, c'est la totalité des étincelles de bienveillance qui se trouvent en chacun de nous. Et si chacun de nous était vraiment bienveillant, alors Dieu régnerait vraiment sur la terre. Jacques, qu'avez-vous raté dans votre vie? Des tas de choses que je suis encore en train de construire. Je n'assume aucun échec qui soit irrémédiable. Parlez-nous de votre futur roman. C'est un roman qui se passe en 2029 et qui raconte le monde de 2029 avec quelqu'un qui essaye de tout dynamiter pour changer. Donc c'est l'histoire d'un terroriste radical dans une période épouvantable qui nous attend dans quelques années. Vous êtes très pessimiste sur le futur même, je dirais, de la France. Je pense qu'il faut se réveiller et qu'on va avoir une catastrophe encore évitable, mais qu'il faut se réveiller. Et c'est l'objet de ce roman, vous verrez. Quelles sont les solutions Attali pour éviter d'aller à la catastrophe? Je les ai écrits dans un livre qui est paru il y a quelques mois qui s'appelle Le monde, mode d'emploi. Mais le maître mot pour moi, c'est de développer l'économie de la vie, c'est-à-dire les secteurs des énergies renouvelables, de la santé, de l'éducation, de l'alimentation saine, et de tout faire pour tuer l'économie de la mort, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'usage de l'énergie fossile et des sucres artificiels et toutes les formes de drogue. Jacques Attali, êtes-vous un homme heureux? Encore une fois, c'est pas une question qui m'intéresse. Le bonheur n'est pas un moteur pour moi. Ce qui est un moteur pour moi, c'est d'être utile. Peut-être est-ce une façon pour moi d'être heureux. Et depuis toujours, vous êtes toujours senti utile? J'ai toujours essayé de l'être. M'est arrivé une période de désespoir où j'ai le sentiment de ne pas être utile. Parfois, il m'arrive de me désespérer, de croire que je suis utile et influent alors que je ne le suis pas. Jacques, pour terminer cette discussion, je vous invite à laisser un message à tous ceux qui nous font le plaisir de nous écouter. Quel est votre message? Lisez des livres, le plus possible. Soyez curieux, lisez un maximum de livres, d'essais, de romans, de pièces de théâtre. Faites de la musique, ressentez la beauté de l'art. Pas écouter de la musique, faites-en jouer d'un instrument. Et vous ressentirez la capacité extraordinaire de dépassement de l'être humain. La musique vous procure quelle sensation, Jacques? Je suis pianiste, je suis chef d'orchestre. Et c'est certainement les moments les plus forts de mon existence. Je vous remercie. Merci beaucoup Jacques Attali, portez-vous bien et soyez intensément heureux. Merci, vous aussi. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier, Portez-vous bien et soyez intensément heureux.